que c'est un nouveau rab. Ouais, j'aurais pu être là avant, désolé. Je vous demande pardon. On va Bezrat Hashem commencer les lois de Shavuot. Et elles sont nombreuses et elles sont succinctes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a dans ces halachot, les lois de Shavuot en elles-mêmes, elles sont quasiment inexistantes. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, il n'y a pas de mitzvah particulière. À Pessah, il y a la matzah, il y a le nettoyage de Pessah, il y a la question du chametz. C'est assez complexe. Cachériser tous les ustensiles de la maison, vendre goy, c'est tout un 14 chametz. À Sukkot, il y a peut-être moins d'halachot que Pessah. Parce que dans Pessah, il y a un krach entier du Mishnah Berurah, Chelek Dalet qui est réservé au lois de Pessah. Sukkot, il y en a un peu moins d'halachot, mais c'est tout aussi complexe. Et puis ça vient juste après Kippour, donc on est encore sous le coup de la fatigue et de la peur du Yom Hadin. Arbat Aminim, la construction de la souka. Et voilà que vient Shavuot, plus rien. À Shavuot, il n'y a aucune mitzvah. La seule mitzvah qu'il y a, c'est quoi? Manger le gâteau au fromage. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui n'est même pas une mitzvah, qui n'est même pas un mina, qui n'est même pas. Veiller, c'est pas une mitzvah non plus. C'est juste comme on a dormi, comme on a osé dormir quand on a reçu la Torah. Alors à la fin, d'écouter la Torah, vous écoutez tous les jours. Je vous rappelle, vous êtes là tous les jours, 2 heures par jour au moins, d'accord? Et en plus vous êtes. Gilad Rout, elle est sympathique, Rout, mais c'est pas une obligation. Gilad Rout, c'est un minag de lire, et puis c'est même pas les Ashkénazes, ils le lisent. Et le Inyan, c'est de prouver que Rout, elle a réussi à passer le pas, à devenir une sorte de nefesh. Elle a quitté le palais royal, elle est devenue presque une servante et une mendiante pour la Torah, et puis finalement elle est devenue très riche parce qu'elle est devenue la mère de David Ameler, Shlomo Ameler. Il écrit qu'elle était Yoshevet Bamalchut, elle s'asseyait à côté de son arrière-petit-fils, donc Shlomo Ameler, et il prenait conseil avec elle pour les grandes questions du royaume. Il prenait conseil avec elle tellement c'était une grande femme. Comme elle a fait tchouva, elle s'est convertie en voyant la beauté de la Torah, bien on la mentionne à Shavuot, mais ça fait pas partie de Shavuot. À aucun moment il est mentionné Shavuot dans la Megillat Ruth. Donc tout ce qu'on fait, donc c'est des petits symboles. La lecture de Ruth, manger des gâteaux au fromage, mettre des fleurs dans la synagogue, dans la Beth Knesset. C'est des choses qui sont, on va dire, symboliques, mais qui ne sont pas du tout essentielles. Et on pourrait d'ailleurs s'en passer de tous ces symboles. Alors où se trouve la mashmaout et la signification de la Torah? La Torah, quand elle veut nous mettre en valeur des événements, elle sait le faire avec une splendeur et une beauté des événements. Elle sait mettre en valeur des événements. La Torah, on va dire, elle est pour le métier de l'événementiel. Que c'est l'événementiel? La Torah, en général, quand elle veut mettre des événements en valeur, en avant, elle arrive très bien à le faire. Et là, on voit qu'à Shavuot, de manière, on te conseille de boire du lait, de jeûner la nuit, de boire du lait, de veiller la nuit, de mettre quelques fleurs dans ta maison, et puis voilà, et de lire Megillat Ruth entre deux limoud. Rien de très important. Et la question à Botaï, vous la connaissez toutes, c'est de savoir où se trouve donc tout le côté symbolique de la Torah. Eh bien, Chazal nous dit que quant à la Torah, en fait, tu as tout. Shavuot, c'est un jour dans l'année, enfin, Chutz La'aretz 2, et c'est le plus important de l'année. À ce moment-là, on va recevoir la Torah. Imlo beriti yomam v'layla, chokot shamayim va'aretz lo samti. Si j'avais pas cette alliance que représente la Torah, le monde n'aurait pas existé. C'est-à-dire que tout le monde y tient sur ça, sur le jour de Shavuot. On va recevoir la Torah, on va accepter, on va dire Nasev Nishma. Chazal nous dit que si Am Israël avait refusé ce jour-là, il dit non, écoute, on n'a pas la force, c'est trop dur pour nous, il y a trop de questions, il y a trop de détails dans la Torah, on n'arrive pas, et puis c'est imposant la Torah, on n'arrive pas toujours, on n'a pas toujours la force. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait détruit le monde. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu aurait détruit le monde. D'accord? Yom HaShishi, Veichulu HaShamayim Va'aretz Vechol Tzevaam. Yom HaShishi, pourquoi il écrit HaShishi les autres jours? Il y a Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Chamishi. Et Yom HaShishi, le 6e jour par excellence, la Torah vient mentionner en allusion le 6e jour du mois de Sivan,
Yom HaShishi Vaychulu, à ce moment-là, le monde a été créé, la fabrication du monde est arrivée à son apogée, la création du monde, et à Kadosh Baruch Hu, maintenant, on va lui dire voilà, Yom HaShishi, j'attends le 6e jour. Si le 6e jour vous acceptez la Torah, Baruch Haba, comme il disait en Yiddish, Baruch Haba Bikum, d'accord, viens manger les moufletas et on fait la fête. Mais si tu refuses, sache que le monde ne tiendra pas. Kadosh Baruch Hu nous détruit le monde. Donc on est un petit peu au niveau, des événements justement un peu internationaux, d'accord, un peu de pression entre les pays et les grandes puissances mondiales. Est-ce que j'appuie, qui va être le premier à appuyer sur le bouton, sur la gâchette, sur la bombe atomique, d'accord, on en parle de plus en plus. Kadosh Baruch Hu a dit voilà, si vous acceptez la Torah, il est matov, sinon je vous tue. Le monde entier, c'est-à-dire n'a pas de srout kiyum, le monde tiendra que sur ce jour-là. Si on accepte, Baruch Haba, je vous laisse le monde et il est à vous. Et vous en êtes les maîtres. Si vous ne l'acceptez pas, le monde n'a pas de raison d'être. C'est pas une punition. C'est pas qu'Hachem nous dit soit tu te maries avec moi, soit je te tue. Ben non, d'accord, j'accepte, alors je suis forcé. C'est pas une punition. Je te dis juste écoute mon fils, tu veux la Torah, le monde peut tenir. Tu veux pas la Torah, tu as le droit de pas vouloir, mais le monde ne tiendra pas. C'est-à-dire que le monde n'a pas de srout qui ne peut pas exister sans le mérite de la Torah. Et donc, Rabotai, quand on a la Torah, finalement, on a tout. On n'a pas besoin de tout le côté folklore et de rajouter des mitzvot et de faire toutes sortes de... Je dis presque de Shem, je n'aime pas du tout rabaisser la valeur des autres fêtes et des autres mitzvot et de tout ce qui va autour. Mais quand tu as la Torah, tu as tout. Quand tu as la Torah, cette Torah qui va aller à Den et à Nefesh, qui va élever l'être humain, qui va raffiner son esprit, alors tu as tout. Quand tu cherches un khatan, tu dis oui, mais j'ai besoin qu'ils viennent de telle famille, qu'ils aient tant et tant d'argent, qu'ils aient peut-être un métier dans ses mains. C'est très sympathique, tout ça, tu as raison, pourquoi pas. Mais s'il n'y a pas le Ikar, il n'y a rien. Tout le reste, ça va servir à rien. C'est pas ça ce qui va attendre dans la vie. Si c'est une vraie Torah de vie, une Torah d'Avodat Hashem qui va le faire travailler ses midot, c'est Yirat Shamayim Tehora qui va maintenant venir à ton encontre pour pouvoir t'aider, pour pouvoir les vater, pour pouvoir les kadesh et tatzmo, pour pouvoir se préserver de toutes les influences extérieures, pour pouvoir regarder son regard. À ce moment-là, Torah, c'est une Torah de vie. Et cette Torah, s'il a ça, il a tout. Après, tout le reste, c'est un détail. J'ai pas dit il doit être moche et gros. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il doit avoir le Ikar. Ikarim, c'est ça. Après, le reste, on peut plus ou moins mettre l'accent dessus. Mais il faut comprendre que par rapport à la Torah, c'est rien. C'est juste un détail. C'est juste une conséquence. C'est juste une déduction. Et c'est pas le Ikar. Donc quand on a la Torah, on a Torah. C'est pour ça qu'à Shavuot, il n'y a aucune mitzvah. Pourquoi il n'y a aucune mitzvah? Parce qu'il y a la Torah. Quand il y a la Torah, il y a tout. On n'a rien besoin de tout le côté folklorique, de tout le côté mitzvot et action et chercher toutes sortes de mitzvot vers lesquelles on va courir. Parce que quand on a la Torah, tu n'as rien besoin de courir vers nulle part. Parce que la Torah, Gdosha, c'est une Torah de vie. Et donc, Rabotai, à Shavuot, donc comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah. Pas beaucoup d'halachot, si ce n'est les halachot de Yom Tov qu'on a déjà étudié les années précédentes. Je vais essayer de les mentionner assez rapidement. Donc je vais essayer à Bezrat Hashem de mettre en valeur Beyachad, avec le temps qu'on a, les différences qu'il va y avoir entre cette année et les autres années, parce que cette année, Shavuot va tomber Motzei Shabbat. Ça tombe Motzei Shabbat, ça tombe samedi soir. Donc ça tombe à la suite de Shabbat. Comment se préparer? Quelles sont les mesures à prendre techniques, tout simplement, dans la halachot? Et puis pour les filles de première année qui veulent faire 2 jours, d'accord? Eh bien ça va faire 3 jours de fête, d'accord? Ça va être assez long, d'accord? Je vous le dis en avance, mais bon, Bezrat Hashem, comme vous voulez, c'est votre choix. Et Bezrat Hashem, le srout de la Shrek Shavuot va vous protéger. C'est pas un choix, pourquoi c'est pas un choix? Sabri Maranan, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidoro. Mais noir, c'est qui votre rave? Top, il y a écrit dans la halakha qu'on se coupe les cheveux et qu'on se rase le jour de la veille de Shavuot. Et même ceux qui sont mahmirim, de ne pas se couper les cheveux, vous savez que selon la Kabbalah, il ne faut pas se couper les cheveux depuis Pessah jusqu'à Shavuot, 50 jours, il ne faut pas se couper les cheveux. D'accord? Selon la halakha, on peut se couper les cheveux le lag Ba'amer, d'accord, le lag pour les Ashkenazim et le lad, le 34e jour pour les Sfaradim. Et selon la Kabbalah, on attend jusqu'à Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est une préparation à Shavuot de venir et de se couper les cheveux seulement à l'honneur de Shavuot et pas avant. Eh bien, cette année, comme la veille de Shavuot tombe un Shabbat, donc on va avancer le
la coupe de cheveux à un jour avant. Il y a un avis qui dit qu'on doit attendre après Shavuot, parce que déjà on a attendu 49 jours, donc il faut attendre 50 jours révolus, mais la halakha, eh bien, est formelle, il faut se couper les cheveux en l'honneur de Shavuot. Pour les hommes, on va au mikvé la veille de Shavuot, d'accord. Pour les femmes, bien entendu que non, d'accord. Avant le mariage, il n'y a pas question de mikvé. Même après le mariage, c'est seulement en certaines périodes. Mais pour Shavuot, quand c'est une tosefet gdusha, on vient se préparer à recevoir la Torah. La Torah, on a dit que c'est une science divine, c'est un cadeau qui est divin, et pour pouvoir être raoui, pour pouvoir être convenable et être suffisamment au niveau, il faut se purifier, il faut purifier notre corps. Et comment on se purifie? Eh bien, tout simplement, pour un homme, c'est en allant en mikvé. En allant en mikvé, on doit et on peut se purifier pour pouvoir, eh bien, recevoir la Torah Begdusha ou Betahara. D'accord? Dans la Torah, il est mentionné que Moshe Rabbeinu, eh bien, Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, dit au Ham Israël de se séparer de leurs femmes, Ayom et Machar, aujourd'hui et demain. Donc combien de temps Kadosh Baruch Hu il a demandé de se séparer? Donc quand tu te sépares, tu te sanctifies, d'accord? Même si le mariage c'est une sanctification, c'est vrai. Mais pour recevoir la Torah à ce moment-là, dans ces conditions, pour recevoir la première fois, il fallait une séparation entre le couple. Eh bien, on te dit que Kadosh Baruch Hu il a imposé 2 jours de séparation, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Aussi, Fiom Midato, il a rajouté un jour de lui-même, sans qu'on lui demande, d'accord? Sans qu'il lui ait été demandé de rajouter ce jour, il a rajouté un jour de lui-même, Midato. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, Ishar Kochacha, ce que tu as fait, bravo. Quand vous savez, quand on monte à la Torah, Saradim ils disent Chazak ou Baruch, et les Ashkenazim ils disent Ishar Koach. C'est-à-dire quoi Ishar Koach? C'est-à-dire que Dieu, eh bien, les Yacher, comment on dit les Yacher, droitissent, comment on dit, radroitir, comment on dit. Il y a un mot, non? Bon, vous avez compris? D'accord? Redresse. Fait mieux. Oh, quel dit redresse? Orly, Chazak, Orly. D'accord. Parce qu'il y a un grand rabbin qui arrive bientôt en Israël. Bon, elle va aller le voir bientôt en notre honneur. Et tous ceux qui ont besoin de Rachot ils vont aller voir Orly, mettre un pétec, elle va aller voir le grand rabbin, Ezrat Hashem. Ouais, non, mais elle est très discrète, Orly. Ezrat Hashem. Elle ira le voir en notre nom. D'ailleurs, je suis venu là un petit peu en retard, c'est vrai, mais de Shmuel Hanavi. J'ai vraiment prié pour tout le monde, Ezrat Hashem, pour tous les mères, pour que vous puissiez. Ezrat Hashem, toutes les filles qui désirent cette année. Ezrat Hashem, Beito, Bezmano Mamash, dans la facilité, avoir un très très bon mazal. C'est parce que la veille de Shavuot, la veille de Rosh Chodesh, Sivan, on fait la tefila du Shlach Kadosh, et Shlach Kadosh c'est pour les enfants, pour les élèves, pour les khatanim, pour les kalotes, pour les... Voilà, pour pouvoir, comme elle a fait Hana. Hana, elle a prié toutes ses forces, elle n'avait pas d'enfant, puis elle a eu un enfant qui était aussi grand que Moshe et Aaron en même temps. Et donc, grâce à la tefila, on va sur le srout, sur le mérite de Shmuel Hanavi. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez toutes les brachot, vous allez sur Orly, vous donnez le pétek, elle va aller voir un très grand rave, elle ne veut pas que j'en parle au public, mais donc juste donner lui le pétek, ça va suffire. Donc, on a dit à Botaï que ce Shabbat, on ne fait pas des Rouf Tafilin. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi on ne fait pas des Rouf Tafilin? Orly, franchement, c'est 4 ans. Ça fait 4 ans que vous faites des problèmes en classe. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Je m'insurge. C'est trop protocolaire tout ça. Donc on a dit à Botaï que cette année, il n'y a pas de Rouf Tafilin. Pourquoi il n'y a pas de Rouf Tafilin? C'est quoi le principe des Rouf Tafilin? Oui, tu dis. Voilà, c'est que normalement on se prépare de Yom Tov pour Shabbat. Or, En ben Shabbat le Yom Tov, et là, Ochel Nefesh Bilvan. Chazal nous enseigne, comme c'est écrit dans la Torah, c'est un pasouk, qu'entre Shabbat et Yom Tov, c'est la même chose. Comme on dit en yiddish, Fhalfhal, Buriko. D'accord? Et comme c'est la même chose, la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est la nourriture. La préparation de la nourriture. Quand tu viens pour fabriquer, pour cuire un aliment, pour le préparer, quelles que soient les étapes nécessaires à la préparation de cet aliment, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Tandis que Shabbat, on ne peut pas. Et alors, comme quand Yom Tov tombe avant Shabbat et que Yom Tov, tu as le droit de cuisiner, mais tu as seulement le droit de cuisiner pour Yom Tov, pas pour Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait Rouf Tafilin avant Yom Tov, pour déjà commencer la nourriture de Shabbat avant Yom Tov, donc depuis mercredi, d'accord? Et donc on met un œuf, on met des choses qui sont des dents qui sont non périssables, et du pain, on les met de côté, et puis pendant Yom Tov, on continue à cuisiner al-smach à Chana Kodemet. On continue
à cuisiner en fonction de la préparation préalable qu'on a fait avant Yom Tov. Donc pendant Yom Tov, on va continuer à préparer grâce à la préparation préalable et on va pouvoir continuer de cette manière à préparer pour Shabbat. Donc pendant Yom Tov, tu ne peux pas faire pour Shabbat normalement. Mais quand tu as commencé avant, c'est bon, tu as le droit de continuer. Donc ça, c'est seulement quand il y a d'abord Yom Tov et après il y a Shabbat, parce que Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Mais quand c'est d'abord Shabbat et après c'est Yom Tov, c'est... Donc il n'y a pas de notion de Oftachin. Bon, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'on a 3 jours qu'on a 3 jours de fête, enfin un jour de Shabbat plus 2 jours de Yom Tov, c'est vrai que c'est assez embêtant, mais il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Oftachin cette année. Donc ça sert à rien. Par contre, ce que oui, il faut s'inquiéter, c'est de préparer un feu, d'accord, et de cette manière de pouvoir s'alimenter de ce feu pour pouvoir cuisiner samedi soir, ou réchauffer, ou allumer les bougies, ou pour pouvoir fumer les cigarettes pour les gens qui fument, et ainsi de suite. Donc il faut utiliser un ner neshama. Un ner neshama qu'on vend de 24 heures, ils ne suffiront pas, parce que Shabbat c'est plus que 24 heures. Il faudra, ou bien un verre il y a des ner neshama de 26 heures, ça suffira, ou bien tu rajoutes quelques gouttes d'huile, d'olive ou d'huile normale dans ton ner neshama, et ça va suffire. Ça tient en général 27 heures, donc ça suffit pour pouvoir Motzei Shabbat allumer. Qu'est-ce qu'on fait Motzei Shabbat? La femme, elle allume les bougies de Yom Tov, elle fait la bracha dessus, mais elle peut allumer seulement après Tzedek Kochavim. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai besoin de dire ça maintenant? Parce que quand c'est Shabbat, quand c'est Yom Tov normal, quand est-ce que tu allumes? Avant la Shkia, pour recevoir le Osif Yechol HaKodesh. Tu rajoutes. Mais là, si tu allumes avant Yom Tov, tu es en plein Shabbat. Donc là, on attend, après c'est normal ce que je dis, c'est logique, j'ai pas besoin d'en faire tout un plat. Si, pourquoi? Parce que quand ça tombe de Yom Tov, qu'est-ce qui se passe? Ou à Rosh Hashanah, quand on a le droit? On est obligé. Quoi? On allume quand? Quand c'est Yom Tov, donc par exemple Rosh Hashanah, ou bien Chutz La'aretz, 2 jours de Yom Tov, ou bien voilà, dimanche soir en France. On peut allumer avant, on doit allumer avant de 7 heures. On fait ça à partir de la Shkia, à partir de 7h, 8h, enfin je sais pas c'est à quelle heure en France, la Shkia c'est à 9h en France, 9h30 je crois. Et 7 heures, 11h du soir, c'est comme ça? Alors donc, tu peux allumer à partir de Shkia Tachama, du coucher du soleil, tu n'as pas besoin d'avant de 7 heures, même avant, parce que tu fais pour rajouter la Gdusha du Yom Tov. Mais là, ce Motzei Shabbat, comme on sort de Shabbat et quand on est Yom Tov, on ne peut pas allumer en avance, on est obligé d'attendre après Tzedek Kochavim. Quand la femme elle allume, elle dit Baruch Hamavil ben Kodesh les Kodesh, parce qu'on rentre d'une Gdusha à une autre qui est Gdusha. D'accord? Donc la femme elle allume ses bougies avant que le mari encore ne revienne de la synagogue. Et le mari, quand il arrive, il fera le Kiddush. Le Kiddush, alors c'est pas que l'Avdallah, c'est un Kiddush qui est mélangé avec la. C'est un Kiddush qui est mélangé avec l'Avdallah, d'accord, c'est une sorte de mélange, c'est métis, d'accord. Et tu vas, de cette manière, quand tu fais ton Kiddush, tu vas pouvoir, faire aussi l'Avdallah. Comment on fait le Kiddush? À ce moment-là, ça s'appelle Yak Nahaz. Yain, Gefen, Kiddush, ensuite Ner, ensuite Avdallah, et enfin Shechianu. Zman, Yak Nahaz, Zain, c'est Zman, c'est-à-dire Shechianu. Donc c'est de cette manière qu'on fait le Kiddush. Vous en faites pas, c'est écrit dans le Sidour, donc je l'ai dit trop rapidement, c'est pas grave. C'est juste pour dire qu'il faut se préparer en avance à quoi? Quand on fait une Avdallah, sur quel feu on fait une Avdallah à Rabotai? Donc il n'y a pas le Bessamim, soit dit en passant, ce Motzei Shabbat. Qu'est-ce qui se passe à Rabotai quand on fait l'Avdallah? Sur quoi on fait? Sur quelle bougie on fait l'Avdallah? Sur quoi? Sur? Non, d'accord, à partir de toujours un feu allumé, c'est obligé parce qu'on ne peut pas allumer pendant Yom Tov. Mais sur quoi? J'ai pas compris. Qui parle? Sur quoi? Non, ça c'est pas normal. Sur quoi on fait l'Avdallah? Voilà, il faut que ce soit une avouka, il faut que ce soit une torche, d'accord? C'est-à-dire au moins 2 flammes, d'accord? 2 flammes ça suffit, d'accord? Qui s'entrecroisent. Maintenant, ce Motzei Shabbat, c'est quoi le problème? Si on allume sur cette torche, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu as ta grande bougie, en général, plus les bougies de trucs, des fois elles sont vraiment géantes, d'accord? C'est la tour de Pise. Parce qu'elle commence toujours à. D'accord, elle commence à se réchauffer, elle commence à. Hop là, à tourner de l'œil, d'accord, à piquer du nez, et ça salive partout. Bref, c'est pas toujours très facile à utiliser, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que vous avez normal, tu allumes, et quelques minutes après, tu l'éteins.
Là, c'est quoi le problème sur Motsei Shabbat? On peut pas l'éteindre. On peut allumer, oui, à partir d'un feu existant, mais on ne peut pas éteindre. Et donc, si on ne peut pas éteindre, on doit le laisser brûler. Donc, ça va faire un feu de camp, un incendie, bref, c'est encore l'Akba à la maison. Donc, Chaz Shalom, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Vous en avez des petites? On coupe, voilà, on prend une grande, on coupe 2-3 cm, on la colle à du papier aluminium et à une assiette en verre ou en fer, et surtout pas en plastique pour pas que ça brûle. Et de cette manière, on l'allume et puis on le laisse s'éteindre tout seul. De cette manière, ce sera permis. D'accord? Donc, il faut penser en avance à prendre une bougie de Havdalah et de la couper pour pouvoir la laisser s'éteindre tout seul. Parce qu'on n'a pas le droit d'éteindre pendant Yom Tov, on peut juste allumer. Et donc, de cette manière, on va pouvoir accomplir la mitzvah de Havdalah sur 2 mèches. C'est-à-dire que les 2 mèches dans l'Havdalah, c'est pas me'akev, c'est pas une obligation absolue. Il faut le faire, mais si on n'a pas, on a une seule mèche, Gam Yatzanu Yidechom, on a quand même accompli la mitzvah d'allumer du feu. D'accord? Simplement, il est recommandé de faire comme ça, Chachamim Tiknu, de le faire sur deux mèches. Deux bougies. Ouais, le problème c'est qu'ils sont souvent courtes leurs mèches. Mais quand on fait comme ça, elles s'éteignent ou ça coule. Enfin, essayez de le faire, vous allez voir. Si vous avez des longues mèches comme de nerfs de ces sortes de bougies en paraffine qui sont dans leurs étuis en aluminium, oui, pourquoi pas. Mais c'est juste que techniquement, en général, c'est pas suffisamment long. Alors il y en a d'autres qui ont préconisé de prendre deux allumettes. Tu prends 2 allumettes. De l'autre côté alors. C'est-à-dire? Pas du côté rouge. Pourquoi quand vous mangez une banane, manger de droite à gauche ou de gauche à droite? Ouais, on n'a pas le droit, non? Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on va toujours ça enflamme, genre c'est... C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ah, on n'a pas le droit d'allumer à partir d'une bougie d'existence du côté rouge. Du côté, ouais. Qui vous a dit ça? Tout le temps. Il y en a d'autres qui font comme noir bouteille? Oui, je pense. D'accord. C'est pas nouveau? Non. D'accord. Bah, la halakha, on peut allumer à partir du combustible. Parce qu'en fait, c'est quoi la marloquette? Il y a un avis, le stapler, il dit ce que vous dites, le Rabbi Yaakov Israël Kenevski dit que toute la permission d'allumer à partir d'une bougie existante, c'est quand j'allume d'une flamme un morceau de bois ou quelque chose qui va brûler. Mais quand je passe par un autre combustible, donc par quelque chose qui va prendre feu, donc notamment l'embout rouge, eh bien, c'est pas d'une flamme à une autre. Mais la halakha, c'est pas comme ça, parce que la halakha, tout est permis. À partir du moment où j'allume à partir d'une feu existante, quelle que soit la manière dont le feu va se répandre, ce sera toujours permis. Donc on peut allumer directement sur le côté rouge, il n'y a aucun problème. Mais le problème qu'on aura, c'est quoi? Si vous prenez les deux allumettes, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, donc ça brûle, c'est sympa, on a fait, et après, qu'est-ce qui va se passer? Ça brûle les doigts, donc qu'est-ce que tu fais? On le lâche. On le lâche, mais si on le lâche, tu vas l'éteindre. Et si on l'éteint, on n'a pas le droit pendant Yom Tov d'éteindre. Alors quand j'étais petit, je prenais des allumettes, je le faisais brûler d'un côté, et après on faisait comme ça, puis on prenait de l'autre côté, d'accord? Ça marche pas tout le temps, d'accord? On peut se brûler, surtout si on a des longs cheveux, d'accord? Donc je prends pas de responsabilité, et puis d'autant plus que faire avec un, c'est possible, mais avec 2, d'accord? C'est pas... Et si on les colle les deux, on les laisse C'est-à-dire, comment on fait? Le problème, alors si on les laissait, oui, le problème c'est que très souvent on fait comme ça, on a peur de se brûler, on risque d'arriver à se brûler. Hein? Qui sont très longues, ouais, effectivement. Si c'est des trucs qui sont très longues et que c'est sûr qu'on va pas se brûler et qu'on n'en arrive pas à faire un mauvais geste et qu'on l'éteint parce que ça s'éteint très facilement, alors oui. Mais comme, une fois de plus, cette situation elle est assez particulière et qu'on peut se tromper facilement, donc c'est plus facile de couper ce morceau en avance et puis comme ça on est des kolachitotes. D'accord, Boutaï? Quand on va... Là, je vous dis juste les problèmes techniques et après, on va essayer de voir la halakha dans le peu de temps qui nous restera. Mais les problèmes techniques. Quand on va à Motsei Shabbat allumer nos deuxièmes bougies, d'accord? Donc, vendredi, à l'entrée de Shabbat, on allume une bougie de Shabbat. Motsei Shabbat, on va allumer nos bougies de Yom Tov. Et dimanche soir, pour les filles qui font 2 jours en France, en Chutz La'aretz, on va allumer une 3e encore paire de bougies. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on a l'habitude d'allumer sur des lièges, vous savez, des lièges comme ça en hexagone, d'accord? Il y a plusieurs problèmes dans ça dans la halakha. Pourquoi? Très souvent, les hexagones, donc, ils sont collés l'un à l'autre avec un petit point comme ça de colle, et on va le séparer, d'accord? Deuxième problème, c'est que dans ce tzaf en
en liège, il y a un petit trou à l'intérieur, un petit orifice, d'accord, mais il n'est pas encore troué. Il y a juste une fente, un orifice, c'est perforé, mais c'est pas totalement retiré. Et alors, c'est quoi le problème qu'on aurait dans ces deux cas? Donc déchirer, c'est quoi le problème de déchirer? Qui a dit ça? Moi. Il va vous mettre à ma place la prochaine fois. C'est pour. Mais si, c'est important. Je vous laisse. Moi, comme me disait le Rav Citruk souvent, j'ai eu le mérite d'être proche de lui, il disait j'attends le moment où mes élèves me dépassent. Ce qu'il disait toujours Rav Citruk. Il disait ça c'est mon rêve, que mes élèves me dépassent. Il n'y a pas de jalousie. On dit que l'amour qu'un maître il a avec ses élèves, c'est encore plus grand qu'un père avec ses enfants, parce que même quand il le dépasse, il en est encore plus fier. Bien, mais avec les enfants, il en est fier. Mais avec les enfants, avec les élèves, avec ses élèves, un Rav, il a un amour particulier parce qu'il se dit, toute la Torah qu'il a reçue, eh bien, il a pu maintenant l'utiliser, donc ça lui donne encore plus de satisfaction. Comme ses enfants, et même des fois même plus. Comme on voit que le kavod qu'on donne à son Rav, il est encore plus grand qu'un autre, parce que ça va dans les deux sens. Parce que la satisfaction qu'un maître a de ses élèves, eh bien, elle est des fois plus grande, elle peut arriver, elle peut même dépasser celle de ses enfants. Quoi qu'il en soit, à Boutaï, eh bien, effectivement, quand on vient séparer donc ces deux, comment il s'appelle, le matzof, les trucs en liège, vous n'avez pas trouvé celui-là, moi c'est pas grave, d'accord, vous demanderez au Rav aussi de Orly Bézard, de le trouver, mais quoi qu'il en soit, eh bien, quand tu vas le séparer, tu transgresses l'interdiction, ou bien de découper, ou bien de déchirer. D'accord? C'est une marloquette. Mais ce qui est sur les coups l'alma, c'est interdit quand tu as l'orifice à l'intérieur de ce truc en liège, d'accord? Eh bien, de pousser le trou qui était déjà fait pour pouvoir y rentrer ta mèche. Là, c'est l'interdiction d'Eoraita. De quoi? Une partie s'appelle Metaken Mana. C'est quoi Metaken Mana? Tu viens finir l'action d'un ustensile. Rappelons-le, comme on dit chaque fois, que Metaken Mana, c'est l'interdiction de la Torah, pendant Shabbat et même pendant Yom Tov, de la dernière phase, la dernière étape de la construction d'un ustensile. D'accord? Donc le fameux exemple que je vous amène, à chaque fois, des lunettes. Qu'est-ce qui se passe si la broche de ta lunette, eh bien, c'est retiré et que tu fais que la remettre à l'intérieur? Tu n'utilises pas la vis ou un tournevis, ou tu mets juste un fil, ou tu mets juste un morceau de cure-dent, ou un morceau de mouchoir, tu mets n'importe quoi, juste pour que ça ne sorte plus. C'est-à-dire que maintenant, de cette manière, s'il manquait une branche, tu n'aurais pas pu la mettre. D'accord? Mais quand tu as rajouté la deuxième, même si tu n'as pas construit, tu n'as pas fait une action finale pour fixer, le simple fait de le remettre à l'intérieur et de le rendre utilisable, maintenant mes lunettes vont être utilisables parce que maintenant elles ont deux branches. Donc le fait de remettre la deuxième branche, même sans la fixer, représente une interaction de même ça ne tient pas. Oui, si vous mettez un petit fil, ou si vous mettez un morceau de quoi je vous ai dit, un cure-dent, ou quoi que ce soit, c'est un tout petit morceau comme ça à l'intérieur, de manière à ce que ça ne va plus sortir maintenant. Momentanément, bien entendu. D'accord? Momentanément. Alors, à ce moment-là, on transgresse une interaction de Horaïta. De Metaken Mana. Donc, tu vas maintenant faire la dernière étape de la construction d'un ustensile. Tu vas le rendre maintenant, dorénavant, utilisable. Ça représente une interaction des Horaïta. Donc, c'est la même chose. Quand tu as maintenant ce petit tsar, qu'est-ce qui va se passer? Tu as un orifice et tu pousses maintenant avec la mèche. Donc, avant, ça n'était pas utilisable. Ça ne servait à rien, n'est-ce pas? C'était un objet inutilisable. En rentrant la mèche à l'intérieur, tu vas le rendre utilisable. Ça représente l'interaction de la Torah. Ok, Raboutaï? Ça représente une interaction de la Torah. Et donc, tu n'auras pas le droit de le faire pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Donc, si tu ne l'as pas préparé avant Yom Tov, c'est un véritable problème, ou bien de séparer, ou bien de rentrer la mèche. Et donc, tu devras allumer sur les petites bougies en paraffine, ou en tout cas, pas avec de l'huile, parce que tu risques de transgresser des interdictions de la Torah. Vous savez, des fois, on prend des bougies en paraffine, mais pas avec l'enveloppe en aluminium, mais des vraies bougies. D'accord? Des vraies bougies. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le bougeoir, il est trop large pour la bougie. Donc, quand tu la mets, tu ne peux pas. Tu es obligé de prendre, de brûler l'extrémité inférieure de la bougie. Tu vas la coller. Et après, une fois que le feu a déjà pris, eh bien, tu prends et tu vas un petit peu
forcer comme ça de manière à coller. Ron ou pas? Tu as collé. C'est quoi l'interdiction de ça, vous avez pendant Shabbat? C'est pas coller. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de coller dans ce cas-là. Une chose qu'on peut enlever facilement, c'est pas coller, mais c'est d'utiliser pendant Shabbat vous savez, j'en ai sur moi, je crois. Non, vous savez, c'est des petits post-it comme ça. On a le droit pendant Shabbat ou pas? On a le droit. Pourquoi on a le droit? Parce que c'est fait pour être collé et décollé. C'est comme des Playmobil. Et comme c'est fait pour être construit et détruit, donc il n'y a plus de problème de construction. D'accord? Donc il n'y a pas de problème de coller dans ce cas-là. C'est comme un bouton, comme ça il dit le Rav Karelitz, Rabbi Nissim Karelitz. C'est comme un bouton. Tu ouvres un bouton pendant Shabbat, sans être quoi comme interdiction? Pourtant j'ai cousu. Jusqu'à présent j'avais 2 morceaux de tissu, mais j'en ai plus qu'un. Quelle est la différence entre ça et prendre un fil et une aiguille? La durée. La durée de quoi? Voilà, c'est que c'est fait pour être ouvert et fermé. Mais si ça restait tout le temps comme ça, peut-être qu'on aurait un problème. Comme les gens il y en a qui ne savent pas faire les nœuds de cravate, il dit à son copain ou à son père, tiens, fais-moi le nœud de cravate. Et après, pendant 3 ans, il va le garder. D'accord? Pendant Shabbat, on n'a pas le droit parce que ça devient un qui cherchait le kayama, ça devient maintenant durable. Pourquoi on peut faire nos lacets? Même un double nœud, pourquoi on pourrait le faire? Parce qu'on va l'enlever. Dans les 24 heures, on va l'enlever. Donc, à moins que tu dormes avec tes chaussures, mais je veux dire, c'est pas très courant. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on n'aurait pas le droit de faire quelque chose qui est plus durable que 24 heures, c'est interdit. Car si c'est pas fait pour être ouvert une fois de plus. Et les poulets, vous avez pas le droit de nommer? Les poulets quoi? Non, les boutons des manches. Oui. On n'aura pas le droit de les ouvrir si on les ouvre? Non. Ça veut dire que, bravo, c'est par rapport à ce que j'ai dit, effectivement. C'est juste que c'est fait pour être ouvert et fermé. C'est tout. Quand c'est fait pour être fermé, alors il n'y a pas de temps défini. Quand c'est un nœud, quand c'est un véritable nœud que je fais pour rester comme ça c'est une interdiction. Vous savez, quand est-ce qu'on... on a vu ça ensemble les années précédentes. Quand on va jeter à la poubelle. Vous savez, quand on va jeter à la poubelle, ouais, ou les couches, on a vu ça pour les couches. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas refermer les couches après que tu aies changé le bébé. Pourquoi? Ça va rester tout le temps. Parce que maintenant ça s'appelle chez le Kayama, maintenant ça va être durable. Tu vas le jeter comme ça dans la poubelle, ils vont le prendre à la benne à ordures publiques et là-bas ils vont le brûler comme ça. Donc tu as fait l'interdiction des Horita, c'est resté comme ça tout le temps. Ou bien un sac poubelle, tu viens, tu fermes. Le sac poubelle en lui-même va se détacher par la benne. Et alors? Non, pas tout le temps, ça dépend. Si vous faites des fois, on est énervé sur quelqu'un, on se venge sur le nœud de la poubelle du sac poubelle. Donc dans ce cas-là, si on fait un véritable nœud, non. Alors prendre les 2 extrémités d'un sac et faire comme ça, d'accord, une seule fois, oui, c'est permis, parce que c'est fait pour être ouvert et fermé. Mais après, d'en faire un deuxième, comme on fait souvent dans un sac poubelle, on ne fait jamais que comme ça, sinon ça s'ouvre. On fait souvent un, plus encore un deuxième. Là, ça s'appelle Kesher Shel Kayama, donc on n'a pas le droit de le faire. Ok, si vous voulez blinder, on essaiera de revenir à la route après Shavuot. Quoi qu'il en soit, on revient à ce qu'on disait. De coller dans ce cas-là, c'est pas interdit parce que c'est fait pour être enlevé. Quand ça va pas rester longtemps. Le problème, ce serait quoi? De prendre la bougie et de la faire brûler, ce serait quoi? De faire? Il a fait mal. De mémaréach. Tu n'as pas le droit de lisser. Tu n'as pas le droit de lisser pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. C'est l'interdiction de la Torah sous certaines conditions. D'accord? Mémaréach, je l'avais dit à plusieurs reprises. L'exemple, non? Alors, qui a dit l'exemple par excellence, bravo. L'exemple par excellence à vos tailles, c'est sans les mains. L'exemple par excellence à vos tailles, c'est la pâte à modeler parce que tu vas donner une forme, tu vas le lisser, tu vas lui donner une nouvelle apparence. Et ça, c'est l'interdiction de Horaïta. Il n'y a pas beaucoup de mariage parce qu'avec du beurre, par exemple, il n'y a pas de mariage. Tu fais ça pour manger. Même si toi, tu es intéressé à avoir une tartine algérienne. Vous savez, tout est calculé comme ça, pas 1 gramme de plus, moins un truc. Tout soit... Eh bien, malgré tout, c'est permis parce que c'est pour la nourriture. Moi, des fois, je vois des gens, après, ils ont fini de manger. Ça, ils prennent le couscous, ils font comme ça. Ouais, une fois qu'ils ont fini comme ça, ou une purée, ils ont fini de la manger. Alors moi, je pense que dans ce cas-là, ils sont intéressés à le rendre aplati, peut-être. Peut-être dans ce cas-là, ce serait interdit. Mais en général, dans la nourriture, il n'y a pas de problème arrière. Mais là, dans ce cas-là, oui. On veut le coller pour trouver le bon angle, et de cette manière, eh bien, on transgresse l'interdiction des Horaïta, donc de lisser pendant Shabbat. Il faut bien entendu couper les mapotes en plastique, d'accord, en avance, parce que ni pendant Shabbat on peut couper, ni pendant Yom Tov. Ça représente l'interdiction de la Torah. On ne peut pas le faire.
On a l'habitude de décorer la maison, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec des fleurs, avec des plantes. Dans les synagogues aussi, il ne faut pas faire ça pendant Yom Tov parce qu'il peut y avoir plein de problèmes avec du scotch, de coller, de remettre, d'enlever, de découper. Donc on le fait en avance, on le fait avant Yom Tov, on le fait avant Shabbat, même si les fleurs elles risquent d'être un peu moins fraîches, c'est pas grave, au moins on ne transgresse pas l'interdiction de la Torah. Et c'est plus important ce jour que Rosh Hashanah. C'est le monde il tient sur ça. Rosh Hashanah, on est jugé particulièrement chacun et tous ensemble. Mais c'est-à-dire que c'est pour notre compte à nous. Là, c'est pas personnel. Là, c'est un jour où le monde y tient dessus sur la Kabbalat Torah. Et donc, c'est un jour extrêmement important. Il ne faut pas perdre de temps ce jour-là. Même si les filles, elles sont pas tenues d'étudier toute la nuit. Les hommes, ils lisent le Zohar, ils lisent comme ça une partie de la Torah. On lit le début et la fin de chaque paracha. Le début et la fin sur toute la Torah, sur tout le Tanakh. Les filles, elles n'ont pas besoin de faire ça. D'accord ? Nous, on fait au séminaire, on va Bezrat Hashem faire des cours jusqu'à une partie avancée de la nuit. Mais midin, limou toute la nuit, les filles, elles n'ont pas besoin. Mais ce que oui, elles ont besoin, c'est d'avoir l'amour de la Torah, de sentir. Et à ce moment-là, comme un jour, c'est le jour où Kadosh Baruch Hu nous donne l'amour de la Torah. Donc des fois, vous savez, on n'aime pas la Torah. Des fois, c'est dur, des fois, c'est pesant. Pourquoi on voit notre copine, elle adore aller en cours et moi, j'aime pas? Parce que tout simplement, notre cœur n'est pas suffisamment ouvert. Et bien, il y a 2 jours à Kadosh Baruch Hu, il te permet de te régénérer. C'est des stations de service, d'accord, une station de service dans laquelle on va te mettre le plein de Torah, d'Irat Shamayim, d'amour de la Torah. C'est des jours comme ça qui sont, Mesougalim, qui sont très très riches. Et il suffit juste d'ouvrir notre cœur pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cet amour bémet de la Torah. Ok, c'était là ce qu'on a fait avec les 2e années. C'était juste les choses à faire attention avant Shavuot pour pouvoir le préparer. Il y a encore beaucoup d'halachot, Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura l'occasion de les faire. Et pour les premières années, on fera ça Bezrat Hashem demain à 1h. Après, les filles qui veulent venir en 2e année demain à 1h. L'après-midi, bien entendu, Bruchot, Abaot. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. C'est éteint la caméra? Elle a arrêté la caméra?